Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Forum du Parti de la France. Et nous sommes la fin de mois et même je dirais la fin d'année. Et comme chaque fin de mois, nous sommes dans le bistrot du Parti de la France. Et puisque nous sommes le 26 décembre lorsque j'enregistre cette émission, on peut dire que c'est même le bistrot de Noël. Et oui, bistrot de Noël. Donc quoi de mieux que de fêter, voilà, de fêter la camaraderie, la beuverie même parfois avec des proches. Et donc j'ai décidé d'inviter des proches. Faites pas de jeu de mots, Frédéric Cavalli, avec des broches, s'il vous plaît. J'ai décidé d'inviter Pierre-Nicolas Nupes tout d'abord, nouveau secrétaire général du Parti de la France. Bonsoir Pierre-Nicolas, comment allez-vous? Avez-vous Bonsoir fêté un bon Noël? Alex. Oui, ça va, merci. J'espère que tu as passé un bon Noël aussi, ainsi que tous nos auditeurs. Également, et oui, auditeur, j'espère que vous avez passé un bon Noël aussi. J'ai également avec moi Frédéric Avalli, délégué régional d'Île-de-France du Parti de la France. Bonsoir Frédéric, comment allez-vous? Bonsoir Alexandre, bonsoir à mes illustres co-invités, comme ça qu'on dit, je pense. Eh bien, ma foi, très bien, j'espère vous aussi, et très heureux, une fois encore, d'avoir le privilège d'être invité à ce fameux bistrot incontournable, je dirais. J'espère que vous avez passé un bon Noël. Pas mal, pas mal. Eh bien tant mieux. Et enfin, votre homologue également, Vivien, conseiller national du Parti de la France, fier militant de Normandie. Bonsoir Vivien, comment allez-vous? Avez-vous passé un bon Noël? Bonsoir Alexandre, merci pour l'invitation. Bonsoir à Pierre-Nicolas Lupes, notre nouveau secrétaire général. Bonsoir aux camarades de Frédéric Cavalli. Oui, oui, j'ai passé un très bon Noël et bonsoir à notre menhir qui est présent parmi nous et bonsoir à tous les auditeurs. Et effectivement, nous avons avec nous Jean-Marie Le Pen. Alors Jean-Marie Le Pen, bonsoir, déjà merci d'être avec nous. Oui. Oui, bonjour, bonsoir, n'est-ce pas? Je vous remercie de m'avoir invité. Ça égaye un petit peu cette fin d'année, voyez-vous, un petit peu morose, maussade, si j'ose dire. Vous avez pu sortir de, voilà, de votre maison de repos pour fêter Noël avec vos filles? Oui, pendant 2 heures. Et ensuite, j'ai dû retourner dans cette EHPAD, n'est-ce pas? Je me sens un peu isolé, un peu seul. Mais que voulez-vous, c'est la destinée d'un homme seul qui s'est toujours battu contre vents et marées. Tout à fait. Bah, ça va, connaissant vos filles, j'aurais pensé qu'elles vous auraient enfermé à clé. Oui, oui, c'est mieux que je le pense. Je ne crois pas, je vérifierai tout à l'heure. Et oui, on rappelle, hein, Jean-Marie Le Pen, 96 ans, N'est-ce pas? député élu, je crois, en 1954, si je ne dis pas de bêtises, ou 6, Oui. non, 54, il me semble, et enfin, fondateur évidemment du Front National en 1972. Bah déjà, j'aurais aimé quand même vous alerter là-dessus. Je rappelle le concept de l'émission, le bistrot du Parti de la France, on picole pendant qu'on parle de politique, tout le monde peut prendre la parole un peu comme il veut, je ne pose pas des questions pour une personne précisément, mais pour tout le monde. Et justement, nous avons eu la nouvelle composition du gouvernement. Alors oui, Emmanuel Macron, bah surtout François Bayrou, finalement, qui est assez paléontologue dans l'âme, parce il a déterré des vieux fossiles que j'avais complètement oubliés. Nous avons par exemple Manuel Valls, que j'avais complètement oublié. Nous avons le retour de Elisabeth Bornstein. Nous avons le retour également de Gérald Darmanin, pas au même ministère, mais quand même. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau gouvernement? Est-ce qu'il vous étonne? Je laisse la parole à qui veut. Je prendrai la parole. Je pense que déjà sur la nomination de François Bayrou, on voit bien que Macron et toute sa clique n'ont pas compris parce qu'il nous impose de nouveau un gouvernement macroniste, hein, qui a déjà mis le pays dans l'embarras avec cette crise constitutionnelle parce que c'est Macron qui a voulu dissoudre l'Assemblée nationale en juin dernier. Il y a quand même eu un vote de motion de censure qui a rien servi, hein, parce qu'on resserre les mêmes, hein, les mêmes visages, les mêmes échecs. Et on voit bien voilà, que la crise constitutionnelle continue, que la Cinquième République, bah, elle est carrément en train d'agoniser et elle va bientôt tomber, je l'espère, parce qu'il est temps que ce système tombe complètement. Et puis il est temps d'en finir avec tout ça, parce que les Français, maintenant, il va falloir qu'ils ouvrent les yeux, que tous ces macronistes, tous ceux qui ont mis la France dans l'embarras, de ruiner la France, ben, faut qu'ils dégagent tout simplement. On n'a plus besoin de lui, on n'a plus besoin d'eux, on a besoin de personnes qui aiment la France et qui veulent sauver tout simplement notre pays. Tu parlais de Borne, faut pas oublier son échec à Matignon, hein, sa politique désastreuse.
qui a quand même été réélu député par le biais d'une combine avec la France insoumise, parce qu'elle elle est élue dans une des circonscriptions de mon département. Donc on a bien vu les magouilles pendant ces législatives-là. Darmanin, qui est pour moi un mou face à tout ce qui s'est passé, hein, qui a géré quand même Beauvau, si je ne me trompe pas. Ça a été calamiteux, avec une insécurité qui n'a fait qu'augmenter, une immigration massive qui n'a fait que submerger notre pays. En fait, tout ça n'a rien servi. Et puis, bah, la cerise sur le gâteau, nous avons le retour, le retour, l'homme qui change de veste, la girouette politique, Manuel Valls, le pantin socialiste, qui lui revient en politique. Alors, je pensais qu'il voulait arrêter la politique en France, mais il aurait dû rester à Barcelone, tout simplement. On se serait bien passé de lui. Donc voilà. En tout cas, sur le gouvernement, moi, je pense que je suis persuadé que ce gouvernement, il va pas tenir longtemps, comme le dernier, hein. Il fera pas long feu comme l'a fait notre Michel Barnier national. Donc voilà, je pense à une motion de censure peut-être votée dès le 14 janvier au discours de politique générale par Monsieur Bayrou. Et puis sinon, ça tombera au maximum en février. Donc voilà, je pense que malheureusement, le peu qui resteront, bah, ils feront qu'il n'y aura pas de changement, hein. Ça sera la continuité de la politique laxiste et destructrice macroniste qui a déjà tant coûté et déjà trop coûté à la France, tout simplement. Eh bien, effectivement, et je ne sais pas ce qu'en pensent les autres invités, mais j'ai l'impression que François Bayrou, il essaye de mettre des bâtons dans les roues d'Emmanuel Macron. On sait très bien qu'il y a de l'animosité entre les deux, et comme par hasard, dans les nouveaux ministres qui sont nommés, ce sont que des personnes qui ont eu des contentieux avec Emmanuel Macron. On se rappelle très bien de Manuel Valls, qui a été refusé, excusez-moi, d'En Marche. On se rappelle d'Elisabeth Borne aussi, où il y avait des tensions électriques, et Gérald Darmanin qui démissionne. Est-ce que vous pensez effectivement que François Bayrou met des bâtons dans les roues d'Emmanuel Macron, peut-être dans l'espoir d'être favorisé en 2027? Non, c'est une analyse qui est complètement claquée au sol. Je me demande même comment est-ce qu'on peut avoir idée de penser à un truc pareil. La seule et unique ambition de ce mec-là, elle n'est pas idéologique, c'est de se retrouver au pouvoir lui-même. D'ailleurs, je n'ai jamais connu ce type-là depuis le temps qu'il existe et depuis le temps que j'ai une quelconque conscience d'appartenance politique. Je ne l'ai jamais vu avoir envie d'avoir autre chose que le poste de président de la République, ou alors celui au gouvernement, ou celui de la mairie de sa ville, en l'espèce Pau. Ce type-là a toujours voulu systématiquement être au pouvoir coûte que coûte, et ce n'est pas pour appliquer des idées, c'est pour le plaisir d'exercer le pouvoir et d'exercer des fonctions administratives. Donc je ne vois pas comment est-ce qu'on peut en venir à cette conclusion. Bah justement, pour embêter Macron, afin d'être favorisé pour 2027, lui qui a l'ambition de Pourquoi président. il aurait envie d'embêter Macron, ce type-là? Il est complètement fini, plus personne ne parlait de lui. Macron, c'est le type qui l'a fait revenir en politique. Bah, rappelle-toi qu'il a fait un coup de pression à Emmanuel Macron pour qu'il puisse être choisi, puisque Macron ne voulait pas le choisir. Au dernier moment, il a refusé. Ça, c'est ce qui a été dit par les médias. Et on sait, toi et moi, que les médias disent toujours la vérité. Je ne serais pas étonné pourtant d'un tel arrangement. Et vous, Frédéric Cavalli, votre avis sur... parce qu'après tout, vous habitez à la capitale. Déjà, Alexandre, vous dites mettre des bâtons, enfin, embêter Macron pour 2027, mais Macron ne pourra pas se représenter en 2027 puisque constitutionnellement, il ne pourra pas. Donc, au pire, il pourrait mettre des bâtons dans les roues à son poulain, à son champion, entre guillemets, mais je pense que Macron, alors je ne vais pas le comparer à ce qui a été vu dans le magnifique film La Chute avec Adolf Hitler, mais je pense que sans C'est un faire, très bon film. excellent, sans faire une analogie, mais je pense que Macron, il va plus être dans une posture après moi le déluge, je m'en fous complètement de la France, je vais aller brasser des millions en tenant des conférences au Qatar ou en Arabie Saoudite, que soucieux de l'avenir de la France et de vouloir contrôler son ancien parti ou de reprendre la main, contrairement à Sarkozy qui, lui, fait encore la pluie et le beau temps au sein de la droite molle, quoi qu'on en dise. Donc non, je pense que Macron, une fois qu'il aura été
Alors, une fois qu'il aura quitté l'Élysée, soit parce qu'il aura fait son temps, soit parce qu'il aura été fichu dehors, à force, il en aura eu marre que chacun censure ses gouvernements à tour de rôle. Je pense qu'il se fichera totalement, une, de l'avenir de la France, et deux, de l'avenir de son parti ou de la continuité de sa politique. Donc je ne pense pas, mais c'est vrai que Bayrou, je trouve, peut-être pas forcément au niveau humain, mais niveau politique, il a vraiment choisi un gouvernement plus macronien que Macron lui-même, quoi. C'est vraiment, en gros, le gouvernement Bayrou, c'est comme si, après la déculottée subie aux européennes, Macron n'avait pas dissous l'Assemblée nationale et qu'il avait tout simplement remplacé Attal par Bayrou. C'est-à-dire qu'en fait, il a occulté les 6 derniers mois entre la déculottée des européennes et la démission du gouvernement Barnier. C'est comme s'il n'y avait jamais eu ces 6 mois. Là, on est vraiment dans un gouvernement macronien Bayrou qui remplace le gouvernement macronien Attal. À la limite, alors je sais que c'est un petit truc entre nous, Alexandre, hein, ne vous en offusquez pas, mais je dirais que c'est un moindre mal parce que vous vous souvenez qu'il y a 6 mois, on était à 2 doigts d'avoir un gouvernement avec une énergumène de NFP, hein, si c'est bien ça le nouveau sigle. Hein, généralement, quand on change de sigle, c'est pour remplacer un truc qui ne marchait pas avant. Voilà, NFP. Donc, à la limite, oui, je préfère encore Bayrou qu'un gouvernement NFP. Et d'ailleurs, ça doit tellement les enrager que quelque part, j'ai une petite consolation en ayant vu la composition de son gouvernement. Mélenchon et ses sbires n'arriveront jamais à prendre le pouvoir, du moins législatif, s'ils n'auront pas 51% aux législatives, et j'espère que ça n'arrivera jamais, évidemment. Oui, effectivement, quand je dis mettre des bâtons dans les roues, Ouais. je vous donne la parole dans 2 secondes, excusez-moi. Ouais. Oui, quand je parle d'Emmanuel Macron, je parle évidemment de son poulain. Je ne sais pas si ce sera Attal ou qui ce sera, mais effectivement, le président français, on le sait, ne peut pas se présenter plus de 2 fois consécutivement. Par contre, quand j'entends moindre mal, je m'interroge quand même. C'est-à-dire que nous avons là le best-of des pires ministres que nous avons eu avant. On a tout d'abord Gérald Darmanin, qui dissout absolument à tout va. On a ensuite Elisabeth Borne, qui a été une des plus mauvaises, excusez-moi, Premier ministre, vous l'a dit, et également Manuel Valls, absolument détesté de tous les Français. C'est le best-of des pires ministres qu'on aurait pu avoir, et des pires qui ont déjà été ministres. Je vous laisse la parole, Vivien. Oui, sur le gouvernement, on a quand même pressenti Xavier Bertrand, par exemple, qui était pressenti ce guignol de la politique, là, qui pour moi incarne tout le mal qui va mal dans notre pays, hein, carrément, parce que pour moi, Bertrand, c'est le symbole de la droite molle, hein, opportuniste, qui fait de la politique juste pour ses intérêts personnels. Hein, c'est vraiment l'archétype politicien déconnecté, et puis vendu aux premières idées, mais là, c'était vendu aux idées même macronistes. Et je ne sais pas si vous avez vu, quand même, on a quand même nommé Madame Berger, ministre de l'égalité homme-femme, je crois un truc, ce ministère qui sert complètement à rien. Je ne sais pas si on aura l'occasion de reparler parce qu'elle a une obsession depuis quelques jours, depuis qu'elle se sent toute puissante, depuis qu'elle a été nommée ministre de l'égalité homme-femme. Elle voudrait pratiquement occuper le siège de ministre de l'Éducation nationale à la place de Madame Bornstein. Born qui dans des déclarations, qui dit qu'il ne doit rien connaître de l'éducation nationale. Bon, ça fait peur quand même, sincèrement. Si c'est ça qui doit diriger la France jusqu'en 2027, waouh, on est mal barré. Hein. Mais je ne sais pas si on aura l'occasion, Alexandre, de revenir sur l'obsession de Madame Berger, mais en tout cas, voilà, je l'ai écouté sur les réseaux sociaux ces 2 derniers jours. Ils sont vraiment obsédés par cela et j'aimerais qu'on en parle sur le fait qu'elle souhaite la priorité, sa priorité en tant que ministre, c'est l'éducation sexuelle dès le plus jeune âge. Mais elle a parlé que de ça depuis 2 jours. Éducation homosexuelle, je dirais, Vivien. Éducation aussi. Vous vouliez prendre la parole, Jean-Marie, je crois. Oui, c'est un gouvernement fade, insipide, qui semble réchauffer, comme la dinde de Marine avant-hier, d'ailleurs. Si vous voulez, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Donc, je pense que, voyez-vous, ce gouvernement restera dans l'histoire de la Ve République comme un point de détail, n'est-ce pas?
Ben, tout à fait. Mais d'ailleurs, en parlant d'anciens ministres qu'on a ressuscités, j'ai oublié évidemment de se nommer François Rebsamen, qui est le maire de Dijon et qui a démissionné de sa municipalité assez récemment pour se concentrer, je suppose, à son nouveau ministère du Du coup, logement. vous êtes content, Alexandre? Bon débarras? Non, déjà, son adjoint, elle est pire que lui, enfin, elle est pareille que lui plutôt. Son adjointe, je devrais dire, puisque c'est Nathalie Kunders. Et de savoir que ce type est au gouvernement, je ne suis pas content du tout. Vraiment pas. Et oui, on peut parler dessus. Oui, justement, Jean-Marie, j'allais vous poser la question. On aurait peut-être pu s'attendre, au vu des scores aux législatives du Rassemblement national du parti de votre fille, qu'il y ait un ministre au moins RN. Vous comprenez qu'il n'y ait pas de ministre RN? Non, c'est une atteinte au principe de démocratie. Néanmoins, je pense que dans l'état actuel des choses, il ne faut en aucun cas se compromettre avec un gouvernement macroniste. Voyez-vous, j'ai toujours défendu ce principe, ne pas s'associer avec de tels hommes, de telles personnes, voyez-vous. Oui, tout à fait, je comprends bien. Mais d'ailleurs, Aurore Berger, petite parenthèse, moi ça me fait rire, parce que c'est un peu une coïncidence, mais son ex-mari s'appelle Nicolas Bay, avec un S à la fin. C'est pas du tout le même Nicolas Bay qu'on connaît, mais je trouve ça amusant, cet homonyme. Voilà, c'est comme Thomas Joly et Thomas Joly. Ça me paraît amusant. Mais si vous voulez, oui, on peut en parler 2 secondes de cette ministre. Rachida Dati aussi, ministre de la Culture, qui le reste, du coup, moi, ça me scandalise également. Ministère, je crois qu'elle est ministre, elle est quoi, Aurore Berger, ministre de la délégation entre l'égalité homme-femme et de lutte contre la discrimination. Évidemment, sur le Parti de la France, ce genre de ministère, afoué-là, comme dirait notre ami Ravier Millet, ça dégage. Ça, évidemment. Pierre-Nicolas Nups, vous qui êtes secrétaire général du Parti de la France, est-ce que vous voulez épurer certains ministères? C'est pas tellement les ministères qu'il faut épurer, ce sont surtout les ministres et les gens qui les exercent. C'est cela qu'il faut épurer. Une fois qu'on les aura remplacés et qu'on aura mis des gens à nous et qui mettront en place notre politique, ça se passera beaucoup mieux. Mais vous garderiez, excusez-moi, le ministère de l'égalité homme-femme? Écoutez, si jamais on peut en faire quelque chose qui va dans notre sens, pourquoi pas? D'accord, moi je le supprimerai. Mais, Vous, Vivien, vous vouliez parler d'Aurore mais Berger. sur l'égalité homme-femme, enfin voilà, Tu sais, Alex, c'est qu'un nom, le ministère, les noms, ça a moins d'importance que le contenu. tout à fait. Mais sur l'égalité homme-femme, enfin, surtout c'est sur cette ministre, sur cette Aurore Berger, mais voilà son obsession. Elle pense que éducation sexuelle, voilà, dès qu'ils ont lui posé des questions ces 2 derniers jours, dès qu'ils ont parlé de son ministère, son obsession, c'était de dire, voilà, il faut à tout prix, mettre en place l'éducation sexuelle dès le premier âge. En fait, elle est j'ai envie de dire, déjà quand on voit le niveau scolaire de la France, l'état est catastrophique, hein, que les gamins ne savent pas lire, écrire, compter, enfin bref, ils connaissent même pas la moindre chose du roman national. Alors que cette ministre, qu'elle ferme sa gueule tout simplement, qu'elle arrête de venir emmerder nos gamins, hein, clairement, c'est pas la priorité. Et puis, moi, si j'avais l'occasion de poser une question à cette ministre ou à ce gouvernement, c'est inscrit où dans la Constitution? C'est inscrit où, que c'est une nécessité absolue d'apprendre à un enfant de la maternelle, la sodomie, la fellation, la masturbation et qui peuvent même changer de sexe? Quand on voit que les parents se verront refuser, se verront déchus de leurs droits parentaux, s'ils refusent que leurs enfants, changent de sexe. Maintenant, mais qu'est-ce que c'est devenu? Ces gens, en fait, on a un gouvernement, on a des gens qui gouvernent la France qui sont complètement des obsédés, voilà, qui lâchent la grappe. Et puis j'ai envie de dire un truc, voilà, si ce sont des obsédés, qui continuent leur sauterie à l'Élysée entre eux et qui nous lâchent la grappe tout simplement. Voilà, il y a des choses beaucoup plus importantes, il y a le niveau scolaire, le respect de la France, l'insécurité grandissante dans l'éducation nationale. On a vraiment autre chose que de penser, de savoir, si un gamin doit savoir ce que c'est une sodomie ou une fellation. Effectivement, merci beaucoup, Vivien. Et oui, je rappelle que l'éducation nationale, si je ne dis pas de bêtises, est le premier budget de l'État à chaque fois. Et pourtant, il n'est pas en évolution. Après, c'est une façon
de former les futurs citoyens à la politique, si vous voulez, ils apprennent à se faire enfler, si j'ose dire. Effectivement, enfilé, je dirais même, mais ce n'est pas souhaitable, hein, évidemment. L'éducation nationale est dans, j'ai envie de dire, comme d'ailleurs dans n'importe quel service public, on est le deuxième pays le plus taxé du monde, le premier étant la Finlande, mais la Finlande, à la limite, c'est justifié parce qu'ils ont des services publics impeccables. Nous sommes le pays donc le plus taxé après la Finlande, et pourtant on a des services publics catastrophiques. L'éducation nationale à la baisse, on a dit, une armée qui n'est pas à la hauteur, des hôpitaux qui ne sont pas à la hauteur non plus, des transports en commun qui ne le sont plus, sauf dans quelques grandes villes comme Paris, Lyon, etc., mais sinon c'est une catastrophe. Bref, ce n'est pas justifié. Donc, Aurore Berger, on voit ses priorités. A priori, ça ne s'arrangera pas à l'éducation nationale. Je pense que je ne prends pas trop de risques en le disant. Est-ce que vous vouliez parler, Frédéric? Allez-y, Frédéric. Oui, je rajouterais évidemment, sans faire du morbide dans cette période de Noël, mais oui, effectivement, dans les transports, notamment la SNCF, vous avez également des conducteurs de train qui quittent le train en marche. Donc, effectivement, là aussi, constat d'échec. Non, moi, je voulais juste faire une petite parenthèse cinématographique, comme je sais qu'il y a beaucoup de cinéphiles parmi nous. Mais en fait, Aurore Berger n'est autre que la fille du légendaire Alain Dorval, qui n'était autre que la voix reconnaissable entre mille, qui doublait Sylvester Stallone. Voilà, c'était juste une parenthèse apolitique, mais voilà, j'avais été assez surpris de l'apprendre. Qui est né, je crois, d'ailleurs en Algérie, si je ne dis pas de bêtises, Alain Dorval. Quelle culture! Moi, si vous permettez, j'aimerais revenir sur cette sordide affaire de conducteur de train. Et encore une fois, c'est un signe de la déliquescence de la société, puisque, je suis désolé, dans les années 40, aucun conducteur de train n'aurait osé sauter du wagon en marche, n'est-ce pas? On rappelle d'ailleurs que la SNCF a été créée en 1938. C'est drôle parce que c'est vrai. Et oui, pour ceux qui ne savaient pas, comment dire, la SNCF a été créée, je vais vérifier, oui, c'est ça, le 1er janvier 1938. Donc, ils ont senti le filon. Ah là 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 là, à peine 20 minutes d'enregistrement, on est déjà dans on est déjà dans ce qu'il ne faut pas être. Je l'ai mis sur de bons rails. Oui, sur de bons rails, ça on peut le dire, c'est le cas de le dire. Je fais une petite parenthèse parce que j'ai vu que Thomas Joly vient de tweeter: construire de nouvelles places de prison, c'est bien, mais expulser les criminels et délinquants étrangers à l'issue de leur peine, c'est mieux. Et ne pas les laisser rentrer sur le territoire, c'est encore mieux. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Est-ce que ce serait une solution? Alors moi, Alexandre, ça tombe bien parce que je voulais parler de ça, puisqu'on a évoqué tout à l'heure la nomination de Darmanin. Moi, il y a un truc qui me tue, c'est que ça fait au moins 20 ans en France, mais je pense même plus, que, en gros, on justifie le laxisme judiciaire, et Pierre-Nicolas Nupes étayera sans aucun doute l'argument, mais en fait, nous sommes dans un pays, peut-être un des pays les plus laxistes, même en Occident, et l'une des excuses à deux balles, c'est oui, mais il n'y a pas de place de prison, il faudrait qu'on construise des places de prison, il faut construire tant de places de prison. Et finalement, quasiment tous les gouvernements qui sont arrivés ou avant d'être élus, enfin tous les gouvernants, ont toujours évoqué cela, voire même promis cela. Et le résultat, c'est qu'en 20 ans, on est au point mort. Alors déjà, je pense que c'est vraiment se moquer du monde. Et alors moi, je vais être plus cynique, je vais dire, vu que de toute façon, on a, il n'y a pas de volonté politique réelle, du moins parmi tous ceux qui ont été élus aux destinées de la destinée de la France. Je dirais qu'en attendant, eh bien, plutôt que de laisser des criminels dangereux, des délinquants dangereux, ou même des petits délinquants, même si je trouve que c'est un oxymore, multirécidivistes, eh bien, ce qu'on n'a qu'à faire, en attendant que nos politiciens se réveillent et fassent des places, on n'a qu'à faire un Tetris. Et s'il faut, pour protéger nos honnêtes concitoyens qui n'aspirent qu'à vivre en paix après une dure journée de travail entre deux taxes payées par eux, eh bien, on n'a qu'à faire un Tetris et on n'a qu'à faire
On n'a qu'à mettre 10 prisonniers par cellule. Je préfère toujours ça, 10 prisonniers par cellule, plutôt que des criminels ou des délinquants en liberté. Voilà, donc je trouve, alors effectivement, oui, c'est très populiste, voire même politique de bistrot, bah, ça tombe bien, on y est, mais je trouve que l'excuse de on n'a pas assez de place en prison en France pour justifier le laxisme judiciaire, je trouve que ça commence à bien faire. D'ailleurs, je crois, si je Ouais, rappelle allez-y, Pierre-Nicolas. je vais résumer ça en deux phrases qui sont très simples à comprendre, hein, puisqu'on est au bistrot. La solution, c'est de vider les prisons, de remplir les cimetières. Voilà. Voilà, il faut vider les prisons et remplir les cimetières. Magnifique. Le Parti de la France est le seul parti politique, légal en tout cas, à être favorable à la peine de mort. C'est bon de le rappeler. Oui, et puis encore, On est le seul. C'est ce qu'on fait dans les juridictions, c'est-à-dire dans le cadre d'un procès, etc. Il y a des cas qui se dispensent peut-être d'un procès. Je veux dire, on les fout contre un mur, on met une demi-douzaine de miliciens en face et on leur tire dans la gueule et puis c'est tout. Hein. Bah, la condamnation extrajudiciaire existe, même en France. Et je crois que c'est François Hollande, même le président, qui a approuvé le plus de condamnations extrajudiciaires. En même temps, il était dans la période d'attentat. Donc oui, ça existe tout à fait. Et d'ailleurs, je vais vous le dire, le seul pays européen, à ma connaissance, qui pratique encore la peine de mort, c'est la Biélorussie. Et la Biélorussie, c'est un cas un peu particulier, parce que la peine de mort, c'est pas comme aux États-Unis, si vous voulez, ou au Japon, ou en Chine, ou en Arabie Saoudite, avec une date prédéfinie. Voilà, vous êtes condamné à mort, dans 8 mois, vous serez mort, c'est pas ça. En fait, en Biélorussie, le condamné, de ce que j'ai pu lire, donc j'espère que c'est vrai, il est dans sa cellule, et un jour, sans le prévenir, au lieu de lui apporter son repas, on prend un pistolet, on lui met une balle dans la tête et c'est terminé. Le condamné ne sait pas quand il sera condamné. C'est une petite particularité que j'ai vue en Biélorussie. Territoire. Mais sur les prisons. Et sur les prisons. Allez-y, je vous en prie, messieurs. Oui, pardon, c'est vrai, Alexandre, que c'est un truc qui m'a toujours choqué aux États-Unis. Alors, moi, je trouve qu'il y a des dizaines et des dizaines d'arguments pour être pour la peine de mort. Et un de ces arguments, c'est effectivement que plutôt que de payer 50 000 repas à un détenu, un criminel, pour des crimes de sang, comme un Salah Abdeslam à vie, hein, ben, en fait, un coup de guillotine et c'est beaucoup plus économique pour la société. Effectivement, ce qui m'a toujours choqué, quand je regarde finalement la seule démocratie moderne dont on pourrait s'inspirer, puisque c'est la dernière, la Biélorussie n'étant pas un modèle de démocratie, aux États-Unis, quand vous regardez les fiches Wikipédia ou les biographies ou les émissions de télé, et vous voyez que tel criminel a été condamné en 1996 pour être finalement exécuté en 2008. Ça m'a toujours choqué à quel point la justice était longue à être appliquée. Enfin, moi, je pense que dès lors que quelqu'un a été condamné à mort, vous lui laissez quelques semaines pour faire appel. Et si l'appel est rejeté, vous lui laissez encore quelques semaines pour demander le droit de grâce. D'ailleurs, chose que l'infâme Joe Biden a accordé à 37 prisonniers alors qu'il n'en demandait même pas tant. On en reviendra peut-être dessus. Eh bien, je trouve que alors c'est peut-être un peu cynique de ne pas prévenir la date de l'exécution, mais je pense qu'une période, un intervalle de 6 mois à 1 an entre la prononciation de la sentence et son exécution, je pense que c'est largement suffisant. Je trouve que c'est débile de claquer plein d'argent à faire poireauter des gens dans un couloir de la mort pendant une dizaine d'années, et en plus, ça coûte un pognon fou. Oui, allez-y, Vivien. Ouais, je disais sur les prisons, j'entendais Darmanin là, dire qu'il voulait nettoyer les prisons, qui suivent les idées du Parti de la France, hein, clairement, et puis qui s'inspire aussi un peu de Donald Trump. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a 2 jours là, qui disait que voilà, une fois qu'il va revenir au pouvoir, hein, clairement, il va mettre en place l'intensification des exécutions. Voilà, il veut que la peine de mort soit davantage requise à son retour. Et ben, faut faire la même chose, faut virer toutes ces merdes qui sont pas français déjà premièrement. S'ils ont le retour de le pays, ils sont pas acceptés, et ben on les exécute tout simplement. Ils ont rien à foutre dans nos prisons. Il est temps d'arrêter de payer tout ça. Il est temps d'arrêter que les impôts des Français servent à entretenir tous ces gens-là, parce que quand on voit tout ce qui s'est passé ces dernières années dans les prisons de France, hein, clairement, avec voilà, moi j'assimile les prisons françaises à des clubs med.
voilà, quand vous voyez certaines vidéos sur TikTok, que ces mecs-là ont le temps de se filmer avec des téléphones portables, à un moment donné, voilà, c'est pas ça la prison. C'est de, voilà, moi, ça serait entre quatre murs, hein, clairement. Je vais peut-être être méchant, mais du pain et de l'eau, et rien d'autre pour ces gens-là. Parce que pour des gens qui ont fait des choses graves, il n'y a pas à autoriser téléphone portable, console et tout va. Il y a même eu, je crois, c'est une histoire de fête à un moment donné. Je sais pas si c'était pas, je sais plus. Enfin, voilà, il y a eu des événements. À un moment donné, voilà, stop. Voilà. Et puis tous les étrangers, s'ils veulent pas rentrer chez eux, bah, si c'est des peines où ils ont tué des gens, eh ben, comme Donald Trump, voilà, une fois au pouvoir, exécution des peines, mais exécution, voilà, comme l'a annoncé Pierre-Nicolas Lutz, le long d'un mur, et puis voilà. Et il me semble d'ailleurs que, si je ne dis pas de bêtises, il faut vérifier le chiffre, qu'on est à environ 70 000 détenus pour 60 000 places de prison. Bon, je ne sais pas si Tetris c'est la solution. En tout cas, si on vire déjà tous ceux qu'on doit virer, déjà, si on vire tous ceux qu'il faut virer et qu'on condamne à mort ceux qu'il faut condamner à mort, on devrait normalement ne pas avoir besoin de faire du Tetris. Allez-y, Jean-Marie. À condition qu'ils ne reviennent plus. Ah bah évidemment. Voilà, c'est totalement superfétatoire de mettre en prison des gens, de vouloir les libérer. Si derrière il y a autant qui arrivent tous les jours pour remplir nos prisons, c'est le tonneau des Danaïdes, voyez-vous. Je veux dire, pour construire des places de prison, on est aussi emmerdé avec ces places de prison parce que, je le dis très sérieusement, je ne suis pas en train de faire de l'outrance verbale parce que j'ai un coup dans le pif. Je dis qu'en France, on a pas seulement en France, dans le reste de l'Europe, on a des trucs qui sont liés à la dignité de la personne humaine, etc. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir une cellule qui est plus petite que 9 mètres carrés. Ouais, c'est pour ça que je dis généralement une cellule de garde à vue, une cellule de prison, 9 mètres carrés. Il y a des tas de Parisiens, plusieurs milliers de Parisiens, qui ont des appartements qui sont plus petits que 9 mètres carrés. Et ils vivent dedans alors que ce sont des hommes libres. Voilà. Oui, dans les années 40, encore une fois, pour reprendre cet exemple, les places de prison étaient beaucoup plus réduites et les prisonniers s'en accommodaient très bien. Ben, j'allais le dire, il suffit simplement de trouver un terrain vague, de faire quelques miradors avec du fil barbelé éventuellement électrifié et puis de faire quelques baraquements en bois et on fout tout ce petit monde dedans et puis c'est tout. Ça me rappelle ma jeunesse. Et ben voilà, il suffit. Non, mais moi je suis sérieux, il faut faire ça. Terminé. Mais alors je sais évidemment quand je dis ça, on nous renvoie immédiatement à certaines expériences qui sont condamnées par l'histoire et je dirais la moralité publique actuelle. Mais je veux dire, on fait également ça encore aujourd'hui dans des démocraties libérales comme les États-Unis qui se gargarisent d'être les gendarmes du monde. Allez voir ce que fait le shérif Joe Arpaio en Arizona. Et ben, les prisons, il a divisé, je ne sais pas, peut-être par 5, 6, 7 ou 8. Je veux dire, un détenu en Arizona, dans le comté de Maricopa, il ne coûte que moins de $1 par jour. Alors, ils sont dans des tentes en plein milieu du désert. Ils sont entourés avec du fil barbelé. Et ils sont détenus et ça se passe très bien. Je veux dire, ça ne coûte rien au contribuable américain. Je veux dire, ça ne leur coûte même pas $1 par jour. Donc, il est tout à fait possible de faire ça, et y compris dans le cadre d'une démocratie libérale et pas du tout dans le cadre d'un État totalitaire. Il est tout à fait possible de le faire. Encore faut-il avoir des dirigeants qui ont la volonté de le faire. Et puis ça leur changera. Voilà, j'ai retrouvé, c'était sous le mandat de Éric Dupond-Moretti, hein. Je ne sais pas si vous avez vu quand il était arrivé il était arrivé à la justice, tous les prisonniers qui tapaient dans les portes parce qu'ils savent très bien que voilà, Éric Dupond-Moretti, c'est le ministre de la Justice des dollars. Mais c'était en 2022 qui avait été organisé dans la deuxième plus grande prison de France, une course de karting à Fresnes. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut que toutes ces conneries-là, faut que tout ce délire-là cesse. J'avais connu, dans le cadre de mon travail, un stagiaire, Vivien, qui était justement dans l'agence immobilière que nous avions à Fresnes, et qui était un stagiaire. Et en fait, c'était un Antillais, comme l'écrasante majorité des gardiens de prison de la prison de Fresnes, et peut-être en France aussi d'ailleurs, je ne sais pas. Et il me disait que donc ils étaient obligés de vivre dans le quartier réservé aux gardiens et leurs familles dans la prison de Fresnes. Et il disait que chaque nuit était un enfer car les prisonniers n'arrêtaient pas de se
gueuler à travers les cellules pour communiquer ensemble toute la nuit. Et c'était un véritable cauchemar comme travail. Et à mon avis, très peu payé. Et oui, pour revenir à cette histoire de couloir de la mort aux États-Unis, par exemple, je crois que la Californie, c'est plus de 800 condamnés à mort qui attendent leur condamnation. C'est vrai que c'est très long, injustement long, si vous voulez mon avis. Ça me fait penser à l'histoire. Alors, c'est une petite parenthèse, mais c'est le bistrot, donc on parle un peu de tout et n'importe quoi. Ça me fait penser à James French, j'espère que je le prononce bien, qui globalement, enfin j'espère, on s'en fiche, on verra, parce que c'est un meurtrier qui a tué 2 personnes dans les années 60, et globalement, il a été condamné à de la prison, alors que lui, il voulait être condamné à mort. Très déçu de sa condamnation, il a essayé de tuer son codétenu afin d'être condamné à mort. On lui accorda la peine de mort, finalement, et au moment de se faire exécuter par la chaise électrique, il a dit à un journaliste « Imaginez l'article que vous ferez demain, je m'appelle French », on pourra dire French fries. Ça me fait penser à vous, Frédéric Cavalli, finalement. Donc évidemment, il y a le double jeu de mots entre French fries, les frites, et French fries, French gris. Et c'est pour dire à quel point il y a des tarés, quand même. Il y a quand même des tarés. Oui, bon, plus qu'on est au bistrot, et plus sérieusement, il y a quelque chose auquel je pensais assez sérieusement d'ailleurs. Je ne dis pas que c'est dans le programme du Parti de la France, et je ne dis pas qu'on va nécessairement le faire, mais c'est une question que je balance comme ça au milieu du comptoir. Il y a quelque chose qui n'existe plus depuis au moins, je dirais, l'Antiquité. Mais très franchement, pourquoi est-ce qu'on ne referait pas les combats de gladiateurs? C'est-à-dire, tu prends une arène, alors, je veux dire un truc qui serait un peu plus moderne, je ne sais pas. Tu prends une arène, par exemple, tu balances des condamnés qui sont d'accord pour y aller, ou pas. Et le dernier survivant, eh ben, il a le droit, je ne sais pas, moi, à une remise de peine, ou bien, si jamais on décide qu'il est digne d'être remis en liberté, on le remet en liberté. Et ben voilà, tu fais des combats de gladiateurs. Il y aurait tout un tas de gens qui seraient tout à fait ravis de médiatiser ce genre de spectacle très violent. Ils en feraient des émissions et tout ce que tu veux. Il y aurait des tas de gens qui seraient ravis de voir ce genre de spectacle et qui seraient même prêts à payer pour pouvoir les voir. Ça apporterait une certaine forme de distraction. Ça permettrait de vider les prisons. Et puis voilà, les gens qui survivraient à ça, eh ben, ils n'auraient peut-être pas forcément envie d'y retourner. Ils se comporteraient sans doute correctement si jamais ils étaient libérés après avoir gagné un combat contre, je ne sais pas moi, contre une dizaine d'autres détenus. Il y a une dizaine de combats à mort, voire même contre des animaux sauvages si on décidait de les balancer au milieu d'une fosse à lions, par exemple. C'est une question que je me pose. Ça ne s'est jamais fait. Je veux dire, par exemple, même les pires des régimes, ceux qui sont les plus condamnés, le régime national-socialiste et le fascisme, personne n'a jamais remis ça en place. Les jeux du cirque et les combats de gladiateurs. Ben, moi, je dis, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on ne referait pas ça de nouveau? On réouvre les arènes, on fout les taulards dedans, ils se battent à mort pour notre distraction, et puis le survivant, ben, il a peut-être le droit de sortir si jamais on est d'accord pour qu'il sorte. Pourquoi est-ce Non, qu'on J'aime beaucoup. Faut faire la proposition à notre président Thomas Joly pour mettre ça dans le programme du Parti de la France. Ah, mais Ah, très ben, con. je passe déjà suffisamment pour un cinglé comme ça, mais donc, on va attendre un peu. On va attendre un peu, mais moi, en tout cas, à titre purement personnel, je serais tout à fait d'accord pour qu'on rétablisse les combats de gladiateurs. Moi, je dois dire que j'ai beaucoup envie de voir un combat à mort entre Francis Holm et Salah Abdeslam. Ah, bah, Oui. ça serait plutôt pas mal, lui. Francis Et, Homme, et- tout fait. et- et sans armes à feu, bien évidemment. Ah oui, Et avec pas à 15 contre 1. Là, ce sera 1 contre 1. Donc, il n'a pas l'habitude, monsieur Abdeslam. Oui, et puis au cas où, on pourrait peut-être balancer un lion dans la fosse, par exemple. Je sais pas, ce serait pareil. Oui, parce Un qu'évidemment, saucisson. Francis Holm, c'est quand même un affreux salopard. D'ailleurs, pour pouvoir faire un combat avec lui, il faudrait encore qu'on l'ait interpellé, pour commencer. Mais je dirais, par exemple, je sais pas, on pourrait considérer que à partir d'un certain degré de criminalité, eh bien, la personne doit non seulement affronter les autres gladiateurs, mais qu'elles devront en plus affronter un animal d'une telle dangerosité en fonction de son niveau de criminalité. Je sais pas, ça pourrait être par exemple Marlène Schiappa. un assassin comme Francis Saul, il devrait affronter par exemple un ou deux ours. Voilà, par exemple. Patil Panot. Je sais pas, un bon tigre, un bon tigre, c'est pas mal. Je savais pas que les tigres mangeaient des thons. Du coup. Non, sérieusement, l'idée est drôle, mais ça restera. Ah, une mais simple c'est une idée, je le dis en rigolant, mais ça poivreau. peut aussi être sérieux. Je veux dire, par exemple, toi, Non, non. en quoi est-ce que tu serais contre ce principe?
Non, évidemment que je suis contre. Déjà, sur le Oui, plan pourquoi? Mais parce que déjà, sur le plan éthique, c'est pas fou. Mine de rien, on prône quand même une certaine morale, malgré tout. Je ne pense pas que ça aiderait à l'harmonie de la société, parce que c'est quand même le but de la justice et de la condamnation. Je suis vraiment pas sûr. Et en plus, tu vas sacrifier des animaux innocents. Non, c'est pas fou du tout, c'est pas bien. Je suis désolé, mais bon, les combats de gladiateurs, ce sont des choses qui ont existé. Je peux t'assurer Oui, bah, que c'est pour ça qu'il n'y a plus de lieu en Europe, d'ailleurs. La plupart des hommes, ça se passe pas comme dans le film avec Russell Crowe. Comment il s'appelle, le gars qui joue non, c'est pas Russell Crowe, comment il s'appelle? Putain, j'ai oublié. Ouais, je sais, je regarde pas de film. Mais en tout cas, il y a des lions. S'il y avait des lions en Europe en Antiquité, s'il n'y a plus de lions en Europe aujourd'hui, c'est à cause des jeux du cirque et à cause du gladiateur, justement, à cause du gladiateur. C'est pour ça qu'il n'y a plus de lions en Europe. Il y a des lions européens à la base. Je pensais que c'était à cause de Raquel Garrido. Mais sérieusement, il y avait vraiment. Voilà, il y a En des tout cas, espèces ça me paraît être une bonne idée. Justement, si on fait combattre des Arabes dans l'arène, peut-être que d'ici 500 ou 600 ans, il n'y aura plus d'Arabes en Europe. Ah, c'est une bonne réflexion. N'est-ce pas? Pierre-Nicolas Nubs, comme je sais que vous êtes un fin cinéphile, il y a eu un film qui est sorti en 1988 avec Arnold Schwarzenegger qui reprenait exactement votre idée. Ça s'appelait Running Man. Je ne sais pas si vous l'aviez vu à l'époque. Enfin, à l'époque, certainement que non, évidemment, mais vous l'avez peut-être vu ensuite. Voilà, vous l'avez peut-être vu. Non, mais vu que tu m'en parles, je vais le noter sur un papier et je vais regarder. Par contre, attention, hein, c'est pas le film du siècle. Hein, c'est un bon nanar, mais voilà. Running Man avec Schwarzenegger. Ah, j'aime bien. J'aime bien ce genre de film, mais c'est vrai. Là, puisqu'on est au bistrot, c'est le genre de truc dont on ne parle pas dans un débat sérieux, je le dis. Ben, par exemple, toi, Fred, qu'est-ce que tu en penses de cette idée? Faire des combats de gladiateurs aujourd'hui, en 2024, 25 bientôt. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, à condition, j'allais le dire, mais Jean-Marie, enfin, Monsieur le Président m'a volé l'idée, mais j'allais le dire avant, pourvu que ce soit pas Salah Abdeslam qui soit amnistié et remis en liberté. Mais honnêtement, au niveau moral, ça ne me poserait aucun problème. Et j'allais même dire... J'allais même parler des rats de laboratoire, mais je n'en dirai pas plus, parce que là, j'irai encore plus loin que vous. Oui, bah, là-dessus, je suis pour aussi. Je ne cache pas que je suis pour voilà, aussi. Mais là, ça serait sans leur demander leur consentement. Alors que les combats de gladiateurs, ils seraient volontaires. On leur donnerait la possibilité. On pourrait, par exemple, imaginer que les types qui pourraient racheter en quelque sorte leur crime, on pourrait même leur donner à ces criminels, le dernier qui survit, une partie des recettes pour qu'il puisse reconstruire sa vie. Alors évidemment, comme il y a des gens comme Salah Abdeslam et d'autres, ce serait évidemment controversé. C'est pour cela qu'il faudrait évaluer le degré de dangerosité auquel ils devront faire face en fonction de la nature de leur crime. Donc on pourrait penser qu'un type comme Salah Abdeslam devrait non seulement vaincre tous les autres détenus, mais il devrait également vaincre, je ne sais pas moi, 5 ou 6 ours, 2 tigres, ce genre de choses. Cochons. Dans les faits, oui, des cochons. Un éléphant. Un éléphant, dans les faits. Dans les faits, oh non, laissez ces pauvres bêtes tranquilles. Quand même, non, pas un manul. Oh, quand même pas. Des ours, oui, pas des manuls. Sur l'idée, honnêtement, au niveau moral et niveau compassion zéro par rapport à ces ignobles ordures, honnêtement, ça ne poserait aucun problème. Après, évidemment, si nous étions au pouvoir, nous serions quand même extrêmement soucieux de l'image que la France donnerait au reste du monde et on est quand même conscient que ça en ferait quand même un pays extrêmement controversé. Donc voilà, pour cette l'Espagne autorise bien la corrida. Pourquoi est-ce que nous, on ne ferait pas de la corrida avec des Arabes? Moi, je suis plus humain. Moi, je pense qu'il faut faire preuve de plus d'humanité et celui qui gagne aussi le droit de retourner dans son pays. Voilà. Bien, je retire ce que j'ai dit. C'était évidemment de l'humour de mauvais coup. L'humour. Il imite Jean-Marie Le Pen. Le bon gris. Et Pierre-Nicolas Nubs imite Jean-Marie. Non, mais évidemment, là, c'est une discussion de bistrot. D'ailleurs, dans le programme, je précise que le programme, on est en train de le refaire actuellement, on est en train de le remettre au goût du jour. Donc, n'hésitez pas à nous faire des suggestions si vous avez de bonnes idées à proposer. Ce sera lu avec attention.
parce que notre programme, il est un peu vieux, il est un peu obsolète, il date de 2020, il y a quand même beaucoup de choses, voilà, de nouvelles choses, donc on est en train de le refaire, on travaille là-dessus en ce moment. Du coup, je disais, non, évidemment, remettons déjà la peine de mort, ce sera un très bon premier pas, je pense. Et n'oubliez pas que voilà, la justice, elle a quand même un but, et que son but, ce n'est pas le divertissement. C'est quand même très important, je pense, de le rappeler. Et concernant Francis Holm, dont on parlait, il a été condamné à la réclusion criminelle. Alors, savoir que la perpétuité n'existe pas vraiment en France, il me semble que c'est 30 ans. Je suis contre, par exemple, la perpétuité, parce que si on part du principe que la peine, elle est là pour réhabiliter le citoyen, l'individu dans la société, la peine de prison n'a aucun sens. Tu le réhabilites à quoi si jamais c'est pour le mettre à vie? Donc dans ce cas-là, il faut condamner à mort. Et oui, c'est logique. C'est une très bonne réflexion à laquelle je confronte souvent les opposants à la peine capitale. C'est-à-dire qu'on nous explique qu'une peine d'emprisonnement, elle vise en premier lieu à réinsérer l'individu. Avant même de le punir, ça consiste à le réinsérer. Je ne suis pas contre le principe, mais quelqu'un qui est condamné à la perpétuité, il ne se réinsère nulle part. Et même quelque part, la peine de mort, elle est beaucoup plus humaine que la perpétuité, puisqu'un individu qui est condamné à la perpétuité, il n'est pas condamné à la vie, il est condamné à la survie. Donc, quelque part, la peine de mort, c'est plus humain que la perpétuité. Enfin, de ce point de vue. Mais oui, effectivement, tu mets le doigt sur un argument qui est intéressant, qui est un argument sérieux et qui est utilisé pour défendre la peine capitale. Dans tous les articles que j'ai déjà écrits à ce sujet, j'en ai parlé. Cela consiste non seulement la peine capitale à éviter les représailles en marge des tribunaux, à tout faire au niveau de la loi, à empêcher la récidive, mais aussi il y a une certaine dimension morale, c'est-à-dire que la peine capitale doit, au-delà de tout ce que je viens de citer, eh bien, elle doit condamner l'individu et à juste mesure de son action. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je suis assez fondamentalement opposé à la perpétuité, parce que peine de mort. C'est tout à fait logique. C'est le but de la justice, de réhabiliter. Sinon, la justice n'a pas de sens. Oui, d'ailleurs, c'est un peu le cas. Parce que je vous rappelle que j'avais dit tout à l'heure qu'il y avait 70 000 détenus pour 60 000 places de détenus. C'est pour ça que les peines en moins d'1 an, elles sont pas respectées. C'est pour ça qu'on met des peines aménagées à la place. C'est pour ça qu'on met des bracelets électroniques plutôt que d'enfermer, etc. Bon, c'est pas mal pour des personnes de notre mouvance, parce que dans le pays de la liberté d'expression, on peut se faire condamner en prison pour avoir écrit des livres. Ça, c'est quelque chose dont nous devrions parler aussi plus souvent. On peut aller en prison en France pour avoir écrit des livres, pour avoir pensé et avoir exposé ses pensées. Là aussi, je pense que c'est quand même dommage que des gens potentiellement comme nous, pour le fils de non-avenir aux enfants blancs, soyons condamnés à une prison rude, alors que notre seul défaut, finalement, c'est d'avoir usé de notre droit de liberté d'expression et de la liberté de penser. Mais bon, c'est un autre sujet. Et en parlant d'autres sujets, je ne sais pas si vous avez vu, on en a parlé brièvement la semaine dernière, Mayotte, François Bayrou d'ailleurs qui va enfin se rendre à Mayotte. Je tiens à rappeler que là aussi, le Parti de la France, comme pour la peine de mort, est le seul parti politique à proposer à Mayotte de prendre son indépendance, tout simplement, ou de se rattacher aux îles Comores, ou de faire ce qu'elle veut. Bref, on veut se débarrasser du wagon Mayotte. Qu'est-ce que vous en pensez, chers invités? Qu'il faut se débarrasser de ce caillou. On n'en peut plus de ces gens-là, ce caillou qui est peuplé que de clandestins. Clairement, il est temps de rendre Mayotte aux Comores et sans délai, parce que c'est une nécessité pour la France. Parce que notre pays porte le poids de cette île depuis un bon moment et ça nous rapporte que des problèmes et des dépenses inutiles. Donc voilà, rendre Mayotte aux Comores, déjà ça rétablirait l'ordre naturel et géographique de l'archipel tout simplement. Et moi je dis que la France, elle doit déjà se concentrer sur ses propres territoires et ses propres citoyens, pas sur un pseudo-département qui en fait, on n'en veut plus de ce département-là tout simplement. Et moi je dirais 3 mesures qui à prendre sans délai, clairement. C'est négociation rapide avec les Comores pour la rétrocession de l'île, et puis après, suppression immédiate du statut du département et retrait de toutes les aides et des infrastructures françaises. Voilà. Mayotte, même si c'est triste ce qui s'est passé là-bas, Mayotte, c'est pas français pour moi. Donc voilà, c'est pas un département français, c'est qu'un trou à emmerde tout simplement pour la France. C'est Sodome et Gomorrhe.
Oui, tout à fait, c'est Sophie Gomard. Jean-Marie Le Pen, est-ce que vous êtes fier que Mayotte fasse partie de la France? Pardon, j'ai pas entendu la fin de la question. Est-ce que vous êtes fier que Mayotte fasse partie de la France? Oui, j'ai compris sortie. Voyez-vous, si j'essaye moi-même de sortir, et je crois que Marine a fermé ma chambre à double tour. Elle a dû donner les consignes aux infirmières. Non, écoutez, Mayotte n'a pas de véritable intérêt stratégique et est peuplée en grande partie, comme dirait, pour paraphraser le président de la République, c'est peuplé de Mamadou. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'un caillou peuplé de Mamadou. Effectivement, Caillou, oui. Peut-être Mamadou, effectivement. Voilà, c'était le mot sur Mayotte. Pour les autres dom-toms, parce que je vois venir les questions dans les Qu'on commentaires, rende les Mamadou aux Comoriens, tout simplement. on verra. Voilà, pour les autres dom-toms, on verra au cas par cas. Écoutez, comme dit le dicton, qui n'a rien n'est comorien. Effectivement. Vous aussi, vous avez un jeu de mots sous le coude, Frédéric Cavalli? Non, Sodome et Gomorrhe, je trouve que c'était très bien. Je ne surenchéris pas. Très très bien, très très bien. Alors, trêve de jeu de mots, parlons un petit peu de politique internationale et notamment de politique américaine pour le coup. Et oui, vous savez, Donald Trump, Elon Musk, vous avez dû comprendre qu'on aimait beaucoup ici. Et effectivement, Elon Musk, déjà, il veut financer l'extrême droite en Grande-Bretagne. Il a dit que l'AfD était le seul parti valable en Allemagne. Bref, il prend parti. On espère qu'il prendra connaissance du parti de la France, on ne sait jamais, surtout qu'on est le seul parti politique à défendre certaines de ses idées que même Reconquête ne défend pas. Qu'a dit Donald Trump récemment? Donald Trump a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit qu'il faut en finir avec les transgenres. Il a dit qu'il fallait en finir avec les opérations transsexuelles sur les mineurs. Et globalement, il a aussi dit, bon, ça c'est une autre parenthèse, qu'il voulait racheter le Canada, Panama et Groenland. Qu'est-ce que vous pensez des différentes déclarations de Donald Trump, surtout sur le sujet LGBT, évidemment? Concernant l'histoire des transgenres, Vivien a très justement abordé la question avec Aurore Berger, mais je pense que comme tout ce qui vient des États-Unis, que ce soit dans un extrême ou dans l'autre, c'est 10 fois plus diabolique qu'en France, et en plus, tout part toujours des États-Unis, comme le wokisme, et je pense que là, on est dans un délire total. C'est-à-dire que juste au nom du droit, alors je ne sais même pas si c'est comme ça s'appelle, mais du droit des adolescents à disposer de leur sexe, en fait, on va en faire proportionnellement quelqu'un qui va se suicider dans les 5 années d'après, quelqu'un qui va être la risée de tout l'entourage, qui va semer le malheur dans sa famille ou du moins auprès de ses parents, juste au nom de cette pseudo-liberté qui en fait n'est jamais qu'un pistolet qu'on offre à la personne pour qu'elle puisse jouer à la roulette russe avec. Donc c'est vraiment, quand on voit le point de dégénérescence auquel, évidemment, encore une fois, des minorités qui ne représentent heureusement quasiment rien, mais on se dit que finalement, parfois, ce que je dis est vraiment, c'est évidemment poussé à l'extrême, c'est une petite provocation, mais parfois, j'ai l'impression d'avoir 10 fois plus de points communs avec les pires extrémistes islamistes que ces énergumènes wokistes, ce qui est quand même un paradoxe. Maintenant, par rapport à cette maladie qu'est le wokisme, ce qu'il faut faire, comme je sais que 95, allez, on va dire 80% des Français de souche, puisque évidemment les musulmans sont hermétiques à l'idéologie wokiste, même si peut-être que ils peuvent en bénéficier pour nous affaiblir, ceux qui sont vraiment dans l'entrisme. Mais comme la plupart des gens sont contre ce wokisme et trouvent
aussi absurde que moi cette idéologie et ces mesures préconisées. Ce qu'il faut, c'est ne pas perdre pied, ne pas perdre du terrain, c'est de ne pas perdre la bataille des idées. Et la meilleure façon de perdre la bataille des idées, c'est de s'écraser, c'est de se dire ah oui, non, mais moi, attends, comme font d'ailleurs tous les gens de droite molle que je fustige régulièrement, c'est ouais, non, mais évidemment, l'école, c'est un ramassis de gauchistes, évidemment, c'est déplorable, évidemment, c'est condamnable, c'est regrettable, mais bon, on va quand même pas faire des remarques, parce que sinon, on serait remarqué, et du coup, on serait pointé du doigt, tu te rends compte, vous vous rendez compte? Donc, en gros, ces minorités, en fait, arrivent à s'imposer, à faire régner leur terrorisme intellectuel uniquement sur la lâcheté des gens. Alors, on va dire qu'il y a peut-être 10% de personnes comme nous qui s'insurgent et le clament haut et fort, 10% de dégénérés wokistes, donc 80% de la majorité silencieuse, bah, c'est ces 80% de là, ces 80% de gens-là composant la majorité silencieuse, à laquelle j'ai envie de faire un appel. N'ayez pas peur d'ouvrir votre gueule, de le faire savoir. Ces gens-là sont des dégénérés, ils savent qu'ils ne représentent qu'eux-mêmes, mais en l'absence d'opposition, ils n'hésiteront pas à imposer leurs mesures de dégénérés. Dernier petit exemple, j'avais une brave cliente qui était en maison de retraite. Je vais la voir, au bout d'un moment, un lien se crée. Et cette brave dame me dit ah, j'aurais tellement aimé être arrière-grand-mère. Je dis bah oui, effectivement, vous en avez l'âge, vous avez presque 90 ans. Ouais, mais figurez-vous qu'aucun de mes 3 enfants ne veut avoir d'enfants. Je dis ah bon, comment ça se fait? Oui, en fait, c'est pour sauver la planète. C'est-à-dire que vous voyez, alors ça, c'est encore un autre pan hein, du transgenre, c'est plutôt ne faisons plus d'enfants pour sauver la planète. Du coup, des idéologies comme ça, une minorité de fanatiques, de dégénérés escrologistes ont réussi à inculquer dans le cerveau malade de certains jeunes d'aujourd'hui qu'il ne fallait pas faire d'enfants, sinon la planète Terre risquait d'exploser dans 250 ans. C'est-à-dire qu'en gros, à la limite, si on va vraiment dans le cynisme, qu'est-ce qu'on a à foutre de ce qui va se passer dans 250 ans puisqu'il y aurait, enfin, sur 10 générations, ce serait 10 générations après eux. Donc, vous voyez, mais à quel point la propagande de tous ces mouvements de dégénérés, quelles que soient les branches, réchauffistes, Black Lives Matteristes, euh, homosexualistes, vous voyez à quel point euh, la propagande est efficace, car martelée sans cesse et relayée par les médias, elle arrive en gros à réussir à faire se priver de jeunes adolescents, de se dire ah ben non, je sacrifie ma vie, je refuse d'être père, je refuse d'être mère pour sauver la planète. Enfin, vous voyez à quel point ces gens sont efficaces, donc il ne faut pas perdre pied face à ces gens-là, il faut lutter pied à pied et systématiquement les contrer. Et surtout pour ceux qui sont parents, dire à leurs enfants non, ce que t'a dit tel enseignant, c'est de la merde, la vérité est celle-ci, et voilà, se faire remarquer, oui, ok, idéalement c'est bien de ne pas se faire remarquer, mais au bout d'un moment, si c'est pour sauver l'humanité, bah, faisons-nous remarquer. Pour rebondir sur ce que disait Frédéric, je suis complètement d'accord. C'est une minorité dégénérée qui emmerde 80%, 90% des gens. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Donald Trump, il a eu le courage et les couilles de dire ce que beaucoup pensent en silence. Il a raison, il a raison. Dans le monde, il n'existe que 2 genres, hommes et femmes. Le reste, c'est de la merde, tout simplement. Et puis, c'est un retour à la normalité. Je pense qu'à un moment donné, ce que Trump remet les pendules à l'heure en disant qu'il va reconnaître que masculin et féminin, et il remet les pendules à l'heure. Voilà, c'est une décision aussi qui réaffirme l'importance de la biologie sur l'idéologie. Donc voilà, à un moment donné, voilà, mais c'est une victoire sur la vérité. Mais en France, aujourd'hui, on n'aura pas ça parce qu'on n'a que des dirigeants qui n'ont pas de couilles. Donc aujourd'hui, à part un changement radical une fois qu'on sera au pouvoir, mais voilà, il est quand même en jeu nos valeurs et notre identité. Et voilà, et puis en France, il est plus temps aux tergiversations. Il est temps de suivre l'exemple américain et de cesser face aux sirènes du progressisme débridé. Donc voilà, la France a besoin d'un retour aux fondamentaux.
et la réalité biologique, et rien d'autre. Et puis surtout protéger nos enfants contre ces idéologies de dégénérés destructrices, tout simplement. Non seulement il n'existe que deux sexes, on ne peut pas en changer. Très important. Vous, Jean-Marie Le Pen, à votre époque, on disait pas qu'on pouvait changer de sexe. Non, écoutez, quoique, et moi, j'ai essayé en Algérie faire des opérations de changement de sexe sur des moudjahidines, n'est-ce pas? Mais ce ne sont pas devenus des femmes pour autant. Pour autant, j'ai essayé différents traitements électriques, n'est-ce pas? Mais non, je ne crois pas qu'on puisse changer de sexe. Et je suis formellement et personnellement opposé à cette théorie du genre, puisque moi-même, j'en ai été victime, puisque j'ai été évincé du Front National par, disons, des gens qui ne s'identifiaient pas vraiment comme des hommes. Mais justement, vous avez 3 filles, ça vous aurait pas fait plaisir qu'une de vos filles se change en homme, comme ça vous auriez eu un enfant, vous auriez eu un fils, un Non, garçon. écoutez, le grand malheur de ma vie, c'est de ne pas avoir eu d'héritier mâle, n'est-ce pas? Pour autant, avoir des... bon, concernant Marine, je me pose des questions néanmoins, puisque elle passe son temps avec des chats dans un appartement. Mais non, je suis content d'avoir des Avec petits Ingrid. enfants. Pardon? Et avec Ingrid. Et écoutez, on va pas parler de ça ce soir, hein, c'est un sujet fâcheux. Je préfère qu'on en reste au sujet fâcheux. Peut-être que Marine souhaite devenir un chat. Il y a des gens qui veulent devenir licorne ou je Ah ne oui, sais les quoi, xénogenres. Ah oui, mais demain matin. ça relève de la psychiatrie. Bah, transgenre aussi. Cela dit. Pas, vous vous posez la question, donc je vous demande. Oui, oui. Ben, je ne sais pas en quoi s'identifie Florian Philippot, mais je crois qu'il cherche encore. Lapin. En peau de chambre, n'est-ce pas? Lui, peau de chambre. Je sais pas si vous avez la référence. Ça date un Oui, c'est très drôle. peu. Oui, bah, c'est de vous. Et Brigitte Macron, elle s'identifie en quoi? En première dame de France? Homme, mi-femme, c'est ça? Je veux pas lancer ce débat parce que ça divise dans la communauté. C'est un sujet glissant. Il y a des gens qui pensent que c'est Jean-Michel Trogneux, il y a des gens qui trouvent que c'est débile. Je fais plutôt partie de la deuxième catégorie, mais je respecte ceux de la première. On n'en voit pas le bout. C'est dur Écoutez, d'animer ce soir, chers amis. C'est des calomnies contre Brigitte Macron. Force à lui. Moi, je lui apporte tout mon soutien. Si Manu Macron, il envoie le bout, là. Vous inquiétez pas sur ce côté-là. En tout cas, rappelez-vous, d'ailleurs, c'est pas la première fois, c'est ça qui est assez triste quelque part, parce que j'avais déjà fait une émission avec un témoin de Jéhovah d'ailleurs, et globalement, c'est un témoin de Jéhovah qui vit en Allemagne, et il expliquait qu'en Allemagne, tout se passait bien, qu'Angela Merkel, elle faisait en sorte qu'il y avait beaucoup de sécurité, etc. Et au même moment où on faisait cette émission, ce qui est quand même assez fou, il y a eu un attentat dans une église des témoins de Jéhovah, alors que lui était témoin de Jéhovah, en Allemagne, et il était allemand. Et vous savez, la semaine dernière, il y a eu la même chose. Il y a eu un attentat en Allemagne, alors pas envers des témoins de Jéhovah cette fois-ci, mais sur un marché de Noël. Et au début, on avait Chalençon, notamment, Chalençon qui a réagi en disant que c'était toujours la même religion. Il s'avère que le gars n'est pas musulman, c'est un genre de docteur, psychiatre, de ce que j'ai compris, d'Arabie Saoudite, qui est venu en Allemagne lorsqu'il avait à peu près 34 ans. Et qui a fait cet attentat et qui serait islamophobe, apostat, et donc on considère qu'il est d'extrême droite selon beaucoup de médias. On veut nous faire avaler la pilule comme quoi il serait d'extrême droite, mais nous, au Parti de la France, on a toujours été très clair. Le problème, c'est pas tant sa religion, le problème, c'est plutôt son origine. Au final, qu'il soit musulman, bouddhiste, athée, catholique, c'est pas la question. La question, c'est que ce sont toujours les mêmes, comme dirait Chalençon, mais on ne parle pas des musulmans ici. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette récupération politique des médias qui veulent nous faire croire que cet attentat viendrait de l'extrême droite, mon cher Pierre-Nicolas Nups? Donc, on sait tous qui commet les attentats, on sait tous qui commet les actes de criminalité, on voit à peu près ce que c'est dans notre population carcérale. Mais on a envie systématiquement que ce soit les vilains fachos d'extrême droite, les vilains monsieur d'extrême droite, les patriotes, etc.,
Et dès lors qu'on peut leur reprocher quelque chose, eh bien, on braque les caméras là-dessus et on explique que c'est le danger principal, alors qu'il doit y avoir. C'est quand le dernier attentat d'extrême droite qu'il y a eu en France, franchement, en Allemagne ou ailleurs, hein? On n'en sait rien. Bon, voilà, c'est une technique d'inversion accusatoire. Écoutez, le dernier attentat, non, je ne vois pas. Ça devait être la cagoule. Oui, peut-être l'attentat de l'Observatoire, C'était un faux attentat, n'est-ce pas? n'est-ce pas? Reichstag. Mais sur les réseaux sociaux, on nous a quand même fait croire au complot, hein. Et c'est raté, enfin, tout simplement. Oui, pour moi, c'est toujours les mêmes. C'est un putain de réfugié saoudien. Tu disais, Alexandre, médecin ou je ne sais quoi, parce qu'on avait échangé au moment qu'il y avait eu le forum, je crois, entre je sais plus qui la semaine dernière, qui t'envoyait les informations. Mais la Tout à carte de fait. cet individu, voilà, c'est toujours les mêmes Un pourritures. Et arabe. puis bah là, on a voulu salir l'AFD, simplement, hein, parce que l'AFD, qui est comme le parti de la France en France, qui dit la vérité sur l'islam, sur les dangers de l'immigration, et voilà, qui ne se plie pas à la censure woke et propagande des racleurs gauchistes. Donc voilà, il a fallu trouver sur qui taper, mais voilà, il n'y a eu aucune alliance. Je me suis pris de tête sur les réseaux avec des gens qui me disaient, mais non, c'est un complot, il est membre du parti d'extrême droite AFD. C'est tellement grotesque. Mais bon, les gauchistes, ils sont prêts à tout pour faire croire n'importe quoi et puis salir tout simplement les personnes qui veulent défendre le territoire européen et leur pays. Voilà, les camarades de l'AFD qui se battent comme nous au Parti de la France pour se battre contre l'immigration, l'islamisation et la sauvegarde de notre identité, tout simplement. C'est officiellement le premier attentat islamophobe et qui vise un marché de Noël chrétien. C'est tout de même assez remarquable. C'est fait par un arabe. Évidemment, ça va de soi. De toute façon, je ne sais pas, j'ai pas forcément suivi quels ont été les arguments de l'AFD pour récuser justement les accusations d'attentats perpétrés par un sympathisant de l'AFD, islamophobe. Mais la réponse que j'aurais adoptée personnellement, j'aurais dit, de toute façon, même si ce salopard de terroriste, même si ça avait été un adorateur du Troisième Reich ou je ne sais quoi, il aurait mérité la peine de mort au même titre que n'importe quel autre terroriste. Et du coup, islamophobe ou musulman intégriste, à partir du moment où c'est un immigré saoudien, sa place n'était pas en Allemagne, sa permanence, sa présence, son arrivée en Allemagne était une erreur et de toute façon, donc, cette personne n'aurait jamais dû être sur le sol allemand. Voilà, il faut juste couper court. Voilà, il y a un attentat perpétré par un immigré, quel qu'il soit, hein, eh bien, cette personne qui aujourd'hui donc mérite la peine de mort, hein, décidément ça aurait été la thématique de ce bistrot, eh bien, n'aurait jamais dû rentrer en Allemagne. Point barre. Oui, tout à fait, tout à fait. On parlait des transitions de genre, mais vous avez ici un Saoudien qui se réclame athée, mais en même temps wahhabiste, et qui soutenait l'AFD, mais qui apparemment également soutenait le Hamas et était sioniste. Donc je pense que chez certaines personnes, les transitions se passent pas très bien. Oui, peut-être de la mouvance païenne du Troisième Reich, comme Himmler et d'autres. Qui remettait en cause l'accueil fait par l'Allemagne pour les migrants. Donc c'est pas très cohérent, c'est grotesque cette comparaison et c'est de vouloir créer ce complot soi-disant. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il en a en Allemagne, mais je sais qu'en France, il y a plus de 130 000 OQTF, obligation de quitter le territoire. Bon, je crois qu'il n'y a que 6% des OQTF qui sont appliqués, hein, donc c'est pas mal. C'est mieux que rien. C'est un moindre mal, je suppose. Mais je sais pas si en Allemagne, ça va changer avec Retailleau et Darmanin, attention. On va tarder, croix au duo. Ça marchait mieux du temps du STO, permettez-moi de le dire. C'est vrai. D'ailleurs, oui, justement,
l'idéologie de notre régime, il y aurait fort à parier que sur les 6%, ce soit les très rares immigrés asiatiques, indiens ou bulgares ou roumains, enfin voilà, des immigrations quand même nettement moins nuisibles que celles que vous aurez devinées. Ça doit certainement être 6%, ça doit être certainement les ressortissants de ces pays annexes quand on parle de criminalité. Donc voilà, ce sera certainement pas les grands pays de délinquance et de criminalité, sans les nommer évidemment. Oui, tout à fait, l'Algérie, la Jordanie. Non, j'allais le faire. Est-ce que vous voulez une blague de Noël? Oui. Pour l'occasion, concentrez-vous. Quel est le plus grand aéroport de France? C'est pas Toulouse ou Mulhouse? Non, Toulouse? Non, c'est Barbès, puisqu'il y a 2 vols chaque minute. Ah bah oui, 2 vols par minute. Oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Je réponds trop au premier degré. Oui, 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 effectivement, effectivement. Un vrai souk. Écoutez, chers amis, parce que moi j'avais prévu court dans le sens. Oui, allez-y, Vivien. Ouais, je disais juste, quand on disait c'est toujours les mêmes, je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques jours là, pendant ces périodes, ces fêtes de Noël, à Meaux, dans la ville de Monsieur Copé, le grand maire de Meaux. Quand on dit c'est toujours les mêmes, il y a eu un clip de rap qui a dégénéré complètement avec Rodéo, enfin comme des scènes similaires à ce qui s'était passé en 2002, je crois que c'est près de Lyon, je crois sur l'autoroute A43 et puis à Limoges, dans une certaine ZUP. Deux policiers ont été blessés, hein, voilà. Tout ça pourquoi pour le rap, hein, cette soi-disant musique hein, de merde hein, qui prétexte la délinquance, tout simplement. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez vu ça. C'était le 22, je crois qu'il y a 4 jours. Mais bon, il est temps, je pense, comme beaucoup de choses, il est temps d'arrêter tous ces tournages sauvages de merde, cette musique, cette culture de racaille hein, qui intoxique complètement la jeunesse de France. Et puis, il est temps de dire stop à l'impunité. Quand on parlait de prison tout à l'heure, tous ces gens-là qui ont commis ça, eh ben, ils doivent aller devant la justice et être on va dire, condamnés pour ce qu'ils ont fait. Et puis aussi, il est temps d'arrêter de tolérer en France toutes ces zones de non-droit qui se créent sous nos yeux, hein, parce que les policiers ne peuvent même plus y rentrer en sécurité. Et voilà, tout le monde en tôle, tous ces organisateurs de clips, ces racailles. Et voilà, il y aura encore on va dire, on va encore jouer au Tetris en ajoutant toutes ces personnes avec la plus grande sévérité. C'est une idée à explorer pour rejoindre l'idée lumineuse de M. Nups. On devrait faire des clips de rap avec les rappeurs qui affrontent des ours et des tigres dans les arènes. Ah oui, ça je m'en rappellerai. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une telle Filmé en direct sur YouTube. Filmé en direct sur YouTube. Non, mais évidemment, soyons sérieux, on va pas appliquer ça, on va pas appliquer ça. Non pas que ce serait pas amusant, c'est pas la question, mais c'est pas le but de la justice de s'amuser, voyons. Voyons quand même. Écoutez, musicalement parlant, les bruits qui en découleraient seraient plus agréables que le rap. Indiscutablement. Indiscutablement. Totalement. Ah bah oui, le rap c'est une catastrophe. Enfin, je n'aime pas personnellement. Du coup, c'était le 22 décembre. Non, moi, j'avais pas vu l'actualité. J'ai vu que le 22 décembre, c'était la journée internationale de l'orgasme. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez de cette information. Mais il y a des journées internationales pour tout et n'importe quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai en plus. Enfin, c'est vrai. C'est vraiment la journée internationale de l'orgasme. Il y a des journées internationales pour tout et n'importe quoi, de toute façon. Pour tout ce que vous voulez. Pour les crickets, pour ce que vous voulez. Il y a forcément une journée internationale. Il y a même une journée internationale des droits de la femme, vous imaginez? C'est comme ça. Qui est instaurée par Lénine. Le 18 décembre pour l'immigration. Pour le droit des migrants, le 18 décembre, l'accueil et les droits des migrants. Ah oui, en plus, je n'étais pas au courant. Je n'étais même pas au courant. Une journée internationale de l'accueil de l'immigration. Ah ouais. Il y a les plus grandes chaînes humaines de toutes ces pourritures de gauchistes. Dans ma ville, ils ont fait une énorme chaîne humaine pour plaindre ces pourritures de migrants qui polluent, qui pullulent dans nos villes, tout simplement.
Donc voilà, les Waouh. gauchistes ont organisé une grande, ils se sont tenus main dans la main dans le centre-ville de ma ville. C'était exceptionnel, sincèrement, du haut niveau. Mais bon, c'est du niveau de ces raclures. J'ai pas vu ça, c'est impressionnant. Une journée internationale pour l'accueil des migrants, quelle catastrophe. Oui, du coup, je vous disais, moi, j'ai fait relativement court pour cette émission parce que déjà, vous êtes très gentil de m'accorder ce temps durant la semaine de Noël, quand même, malgré tout, donc je voulais pas abuser de ce temps. Nous sommes aussi un de moins, entre guillemets, par rapport aux autres bistrots. Donc, si vous voulez aborder un sujet qui vous tient à cœur, chers invités, vous avez l'occasion ce soir, parce que moi, je n'ai plus de sujet en réserve. Moi, j'ai pas de sujet, mais j'ai juste envie de dire à nos auditeurs et à nos sympathisants et à toutes les personnes qui sont proches du parti, enfin, qui peuvent faire connaître le Parti de la France, c'est de faire adhérer au parti, à la vraie droite nationale, en plus avec l'arrivée de notre nouveau secrétaire général qui va mettre une impulsion importante dans les fédérations de France avec son projet, hein, qui a quand même réalisé 10% aux dernières législatives. Et puis, vous avez encore 5 jours pour faire un don, hein, c'est défiscalisé de vos impôts, c'est 66% de réduction. Donc voilà, n'hésitez pas pour aider la vraie droite nationale non reniée. Nous sommes voilà, pour avoir un discours on va dire, sans filtre. Et si vous voulez défendre une droite sans filtre, bah, rejoignez le Parti de la France et donnez pour le parti, c'est important pour nos combats et pour tout ce que fait Alexandre et tous nos camarades qui se battent voilà, sur le terrain. Parce qu'au Parti de la Absolument. France, il n'y a pas de personnes qui sont rémunérées. On est tous bénévoles, mais on le fait avec conviction. Voilà. Si vous voulez voir des nouvelles affiches et des nouveaux autocollants dans toute la France, bah, aidez-nous. Et peut-être, pourquoi pas, des mugs de non-avenir aux enfants blancs, peut-être. Ça pourrait être bien aussi. Jean-Marie, vous vouliez intervenir? J'emmènerai dans mes réunions, je vais faire des AVC face aux gauchistes avec un mug comme ça. Oui, moi, je voulais alerter sur la situation des personnes âgées dans les EHPAD, puisque c'est mon cas. Marine m'a lâchement abandonné dans un EHPAD et je me retrouve isolé dans une chambre fermée à clé avec des infirmières, je ne sais quelle origine, antillaises ou je ne sais quoi, avec un derrière qui va de Brest à Vladivostok, si j'ose dire. Et je me sens isolé, je me sens seul, n'est-ce pas? Donc j'aimerais, cette occasion de fête de fin d'année, lancer un appel de détresse pour qu'on puisse venir me délivrer. Et notamment, je regrette que je ne puisse plus recevoir, à cause de Marine, les visites du sympathique Thomas Joly, car au moins avec lui, on chantait et on s'amusait. Moi, je suis en train de mourir d'ennui et je ne crois pas que ce soit là le destin d'un homme politique de mon envergure. Ah bah, tout à fait, merci beaucoup Jean-Marie. Et oui, il y a un peu de penser qu'aux EHPAD, alors c'est la Orpea, vous savez, l'entreprise Orpea qui gérait la majorité des EHPAD, qui le gère toujours, je crois. Juste pour la petite anecdote, quoi, ça me fait toujours rire. En 2021, l'action d'Orpea était à 7000 euros. Donc si vous vouliez acheter une action Orpea, vous dépensiez 7000 euros. Aujourd'hui, l'action d'Orpea est à 5 euros. Donc coup dur à ceux qui ont acheté du RPA, qui ont investi dans les EHPAD dans les années 2020, parce qu'il y a quand même une diminution de 99,95%, c'est quand même pas rien. C'est ta petite parenthèse. J'espère que personne d'ici a investi chez Orpea, les pauvres. Enfin, les pauvres, vous, les pauvres. Hein. Ils ont bien essayé de changer de nom d'entreprise, mais bon, c'est pas en changeant un nom que tu changes la réputation désastreuse que tu te coltines. Et oui, effectivement, n'oubliez pas, d'ailleurs, vous avez fait une très bonne vidéo. Je vais vous donner la parole dans 2 secondes, Frédéric Cavalier, ne vous inquiétez pas. Pierre-Nicolas Nups a fait une très bonne vidéo sur ses vœux. N'hésitez pas à aller la voir, j'ai vu qu'elle avait bien marché. Et n'oubliez pas que 66%, 66,6% même de vos impôts et adhésions sont déductibles des impôts. Donc plutôt que de financer des associations pro-migrantes, LGBT, tout ce que vous voulez, financez plutôt le Parti de la France. Frédéric Cavalier, vous vouliez dire quelque chose? Non, c'était vraiment 3 fois rien. Donc, je vais m'abstenir parce qu'en fait, justement, vous avez ensuite embrayé sur ce que je voulais dire. Et d'ailleurs, je voulais dire autre chose aussi, mais le brillantissime Daldec m'a un peu là aussi coupé l'herbe sous le pied, mais effectivement, vu que Noël est passé et que là, ça va être les fameuses fêtes de fin d'année,
avant de vous souhaiter à tous une bonne année dans 6 jours. Justement, j'avais une pensée émue déjà à Noël pour notre maître à tous, hein, l'illustre Jean-Marie Le Pen. Et voilà, j'avais eu une pensée émue pour lui lors de ce Noël, et j'ai pu imaginer avec peine dans quelle tristesse et désarroi il pouvait se trouver. Donc voilà, j'aimerais bien que tous les vrais patriotes dignes de ce nom, une petite pensée pour lui au passage en 2025. Voilà. Absolument. Petite pensée pour Jean-Marie Le Pen, qui est quand même la principale inspiration du Parti de la France, et qui est même la raison de la création du Parti de la France, finalement. Merci à vous. Et Pierre-Nicolas Dupes, je vous laisse le mot de la fin. N'oubliez pas d'allumer votre microphone. Oui. Merci Alexandre pour ton invitation et pour le mot de la fin. Eh bien, qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure cette émission, mis à part que nous sommes le 26 janvier, le 5 janvier arrive très bientôt, et vous pouvez défiscaliser vos dons à hauteur de 66%, ce qui veut dire qu'un don de 100 € ne vous reviendra qu'à 34 €, une cotisation de 50 € ne vous reviendra qu'à à peine 17 €, et qu'au lieu de financer, parce que de toute façon cet argent-là vous le donnerez de toute façon si vous payez des impôts, et bien plutôt que de financer des officines ennemies de la France, et bien vous pouvez financer le Parti de la France, parce que nous, ça nous aide beaucoup, ne serait-ce que ça permet de nous payer notre matériel de campagne, nos bulletins de vote pour pouvoir nous présenter au scrutin. Car c'est mon objectif. Mon objectif, c'est de faire en sorte que le score que j'ai obtenu en Lorraine, il y a un maximum de nos candidats qui l'obtiennent partout, dans toute la France. Il faudrait qu'on présente au moins une centaine de candidats aux prochaines échéances électorales, que je pense être en juin. Et pour cela, nous allons avoir besoin de moyens. Bien sûr, nous allons mettre la main à la pâte, comme nous avons toujours fait, mais plutôt que de donner votre argent à l'État, quitte à le donner à quelqu'un, donnez-le au Parti de la France, d'autant plus que nous ferons en sorte de faire en sorte que ça ne vous revienne à rien du tout, en réalité. Donc, vous prenez contact avec nous et vous verrez, on s'arrangera. Voilà pour la fin, mon frère Alexandre. Je n'ai rien qui me vienne à l'esprit pour le moment, quoique mon esprit est un peu moins embrumé que tout à l'heure. Nous sommes heureux de l'apprendre. Et moi, je terminerai sur cette petite anecdote qui m'a fait beaucoup rire, et je pense que très peu de Français sont au courant. Julien Lepers, oui, l'ancien présentateur de questions pour un champion. Je l'ai vu dans le groupe. Je l'ai vu dans le groupe que tu as posté, mais est-ce qu'on est bien sûr que c'est celui-ci? C'est pas un homonyme? Ah oui, c'est le même. Non, c'est le même. C'est le même. D'accord. Et c'était quel parti? Alors, il s'est présenté officiellement sous diverses droites, mais il avait le soutien de Jacques Chirac. D'accord, pas si gauchiste que ça, alors, Julien Lepers. Si, du coup, parce que c'est Jacques Chirac. Oui, mais tu sais que Jacques Chirac, non, toi, tu étais peut-être trop jeune pour t'en souvenir. Oui, RPR, c'est bien. Le RPR, le mouvement de Jacques Chirac, c'était un mouvement qui était presque aussi dur que le Front National de Jean-Marie Le Pen. Il prévoyait, par exemple, l'interdiction de l'islam dans la Constitution. Bon, on a vu ce qu'ils en ont fait. Je veux dire, aujourd'hui, même des gens comme Zemmour ne l'ont pas proposé. Voilà, donc il ne faut pas oublier que le RPR de Chirac était un mouvement qui, initialement, était très à droite, et ils ont été élus, ils ont été au pouvoir, et on a vu ce qu'ils ont fait. Alors, quand il y a des gens qui estiment que Marine Le Pen, qui est plus à gauche que le RPR, va sauver la France, moi, j'ai doucement envie de rigoler. Mais du coup, oui, on parle bien du même Julien Lepers. Il était bien candidat RPR aux législatives à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et pour la petite anecdote, il a eu 181 voix. Pierre-Nicolas Dupes et moi-même avons accumulé 5200 voix. Moi, ça m'a fait rire. C'était dans les années 1980. C'était en 1900. J'ai fait plus que lui en 2017. Large. Oui, en plus. Ah oui, en plus, mais effectivement. En 2017, vous étiez aussi. Oui, j'ai fait 302 voix. Bah oui, c'était au. 1981, Julien Lepers. 1981. Du coup, alors, il s'est présenté en tant que candidat, c'est ça. mais pas en tant que Julien Lepers. Je m'explique.
il était à l'époque pas du tout connu. C'est pas comme si il s'était servi de son nom comme tremplin pour avoir des voix, en fait. Si, il était déjà connu à l'époque. Ah ouais? Il était déjà connu à l'époque. Si. Il était déjà connu à l'époque, pas aussi célèbre que maintenant, mais il était déjà animateur télé sur France 3 à l'époque. Il était déjà. Je regarderai, Oui. mais il me semblait qu'il était apparu fin des années 80, mais je regarderai. Il faut vérifier, mais il était déjà connu, effectivement. Et je crois que c'est à la chanson. Bon, c'était la petite anecdote de Noël. Mais oui, moi, ça m'a fait rire, surtout à Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais bon, c'est une élection nationale. Eh bien, écoutez, mes chers messieurs, moi, j'en ai terminé là. Je suis ravi que vous ayez pu prendre le temps, pendant cette semaine de Noël, de participer à mon émission. J'ai essayé de faire un peu court pour ne pas trop vous arracher longtemps à vos familles, c'est bien normal. J'ai été ravi de faire cette dernière émission de 2024 avec vous. J'ai été ravi également d'animer pendant toute cette année, chaque semaine durant l'émission du Forum du Parti de la France. Et la semaine prochaine, je serai ravi de commencer 2025 directement pour parler du bilan de l'année 2024 et également de nos projets pour 2025. Je vous invite donc à bien suivre l'actualité, sur nos différents réseaux comme Telegram, YouTube et sur toutes les plateformes où nous sommes en réalité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser un commentaire, adhérer ou faites un don. Et n'oubliez pas que c'est déductible à 66,6% de vos impôts. Donc faites-le, c'est très important. Et quant à moi, je vous souhaite un joyeux Noël, joyeuse fin d'année, et rendez-vous la semaine prochaine, l'année prochaine également, pour une prochaine émission du Forum du Parti de la France. Il n'y aura pas de vidéo dimanche, mais il y aura une vidéo le 5 janvier. Au revoir tout le monde. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Au revoir et bonne fin d'année à tous. J'ai oublié de le préciser pour des raisons légales, je suis obligé de le préciser à la fin. Évidemment, c'était pas Jean-Marie Le Pen à l'émission, c'était Daldec. Je suis obligé de le préciser pour des raisons légales. Abonnez-vous à sa chaîne, il y aura sa chaîne dans la description. Merci beaucoup, Daldec. Faut le savoir. Il faut le savoir. Qui fait de très bonnes imitations.